Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, merci aux organisateurs de m'avoir invité, merci à Fun et à l'UN, et de me donner l'opportunité de vous présenter un modèle économique qui fait la comparaison entre un modèle présentiel classique et un modèle hybride. Et on a utilisé le projet Shift pour créer ce modèle pédagogique. Donc ce modèle, on l'a créé avec Pascal Louvet, qui était vice-président du conseil d'administration de l'université Grenoble-Alpes, et qui a fait valoir ses droits à la retraite. Donc il attaque une nouvelle vie. Donc il n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous. Donc je vais juste vous proposer de vous présenter rapidement le projet Shift pour comprendre le modèle économique. Donc le modèle Shift, c'est proposer un cursus de licence hybride, flexible, dont toutes les ressources sont mutualisées à l'échelle nationale. Donc il y a 19 universités qui sont partenaires de ce projet, et c'est financé par le Fonds de transformation de l'action publique et coordonné par le ministère. Et c'est un projet complexe, je crois que Florence ne me démentira pas, et c'est coordonné aussi par Luc Massou. Donc on a appelé ça l'université partout, pour tous et au bon moment. Alors, 2 mots sur le projet Shift, parce que ça va avoir des conséquences sur le modèle économique. Donc c'est une formation accessible à tous. Donc c'est particulièrement adapté à tous les publics empêchés. Donc on a beaucoup de sportifs de haut niveau, des artistes de haut niveau. On a des étudiants éloignés des villes universitaires, donc tous les campus connectés. Mais on a aussi beaucoup de formations continues. Donc l'idée est la suivante, c'est que les étudiants capitalisent des blocs de compétences, un peu à l'image du POLS que vous pouvez voir sur votre gauche, c'est-à-dire les étudiants doivent capitaliser 180 ECTS. J'ai pas d'année, j'ai pas de semestre. Donc le parcours est complètement personnalisé. Il y a bien entendu des prérequis pour alors je crois que non, ça ne va pas marcher. Pour pouvoir valider cette pièce, eh bien, il faut avoir un prérequis au préalable. Donc il y a toute une démarche à partir des contrats pédagogiques. Donc les parcours sont complètement à la carte. Alors l'objectif, c'est de créer aussi des examens à la carte. On verra, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on essaie, en tout cas c'est notre cible, c'est pouvoir proposer des examens à la carte. Donc c'est une licence flexible. Un étudiant qui est brillant peut valider 90 ECTS par an et donc valider sa licence en 2 ans. Le principe, il est simple. Donc je rappelle ces principes parce que ça va avoir des conséquences sur le modèle économique. C'est de transformer en numérique toutes les activités pédagogiques de faible niveau cognitif. Ici, j'ai représenté la taxonomie de Bloom. On transforme en numérique uniquement les activités où les étudiants viennent récupérer les informations. Donc, en général, ce sont les cours magistraux. Et on transforme ces cours en numérique via ce qu'on a appelé des conférences de consensus. Un point qui est important, c'est que toutes les économies qu'on a générées, on va les réinjecter dans des activités pédagogiques de plus haut niveau cognitif. C'est-à-dire qu'on va favoriser le learning by doing, on va favoriser le tutorat. Mais bien entendu, ça va avoir des conséquences, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, sur les services des enseignants-chercheurs. Les services des enseignants-chercheurs vont complètement être modifiés par ces modèles-là. Alors, 2 mots sur les conférences de consensus. Ce sont ces conférences qui vont créer ces ressources pédagogiques. L'idée, c'est qu'il y ait une coproduction et une mutualisation des ressources pédagogiques. Ça sera garant de la qualité de les ressources. Alors, dans les conférences de consensus, évidemment, j'ai tous les collègues spécialistes de domaine, mais j'ai aussi les sociétés savantes, j'ai les UNT, qui nous aident à construire ces ressources pédagogiques. Tous ces acteurs sont accompagnés évidemment par des ingénieurs pédagogiques, par des médiatiseurs, par des illustrateurs pour créer les ressources, dans la mesure où tout ce qu'on crée, c'est en Creative Commons modifiable. Donc c'est garant de la qualité, mais c'est surtout garant de la réappropriation des ressources par la communauté. Je ne connais aucun enseignant qui remplace un cours par une capsule vidéo créée par un autre enseignant. On utilise en plus, on utilise les vidéos d'autres collègues en plus de notre cours, mais jamais en remplacement de notre cours. Là, l'idée, c'est que ces cours nous appartiennent, on les a co-créés. Donc ça convient à toute la conférence de consensus. Donc c'est garant de la réutilisation de ces ressources-là.
Ça, c'était juste pour montrer un exemple. Là, c'est juste une capsule vidéo. Vous avez vu, c'est tous ces auteurs qui ont signé la capsule vidéo. C'est une capsule vidéo de 6 minutes. Donc, j'ai plein d'acteurs, j'ai plein d'auteurs qui vont signer cette ressource. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce type de formation est soutenable économiquement? Donc, on a proposé un modèle économique où on va comparer le présentiel contre les formations flexibles et hybrides. L'essentiel du coût d'une formation, c'est le coût de l'enseignement, c'est la masse salariale. C'est ce qui coûte le plus cher dans la formation. Donc, on peut estimer le coût d'une formation grâce à l'indicateur H sur E, le nombre d'heures par rapport à un nombre d'étudiants, relativisé par rapport à un nombre d'étudiants. Mais on a voulu aussi rajouter le coût de l'échec, et on verra que c'est très significatif. Et à partir de ce coût de l'échec, on a proposé un nouvel indicateur qu'on appelle H sur R, c'est le nombre d'heures par étudiant qui réussit. Ça montre l'efficience de notre système. C'est ce qu'on a essayé de quantifier. Ensuite, on a essayé d'estimer le coût environnemental, donc les coûts des infrastructures et des fluides, et puis on vient de faire une étude sur le coût, et on a fait un bilan des gaz à effet de serre. Concernant l'indicateur H sur E, donc c'est l'indicateur classique, hein, ça permet de déterminer le coût d'une formation. Donc pour déterminer ce coût, on s'est basé sur le nombre des étudiants. Donc j'ai pris une cohorte, donc moi j'ai mis un nombre d'étudiants, par exemple ici à 250 étudiants. Ensuite, on a déterminé des heures maquettes. Alors ça c'est pour une UE de 6 ECTS, il suffit de multiplier par 10, vous avez le coût de l'année. On a proposé une maquette assez classique, on disait 7 UE, je propose 30 heures de CM, 25 heures de TD, 6 heures de TP. J'ai indiqué les seuils de dédoublement. Ça me permet de déterminer le nombre d'heures consommées pour les CM, nombre d'heures consommées pour les TD, nombre d'heures consommées pour les TP. Je le ramène au nombre d'étudiants, donc j'ai mon H sur E pour les CM, pour les TD et pour les TP. Ensuite, je peux le ramener au coût de l'année, et là, vous voyez que mon H sur E sur une année est de l'ordre de 15 heures par étudiant. Ensuite, on a fait la même chose pour les 3 années, et donc je peux avoir mon H sur E, qui ici est égal à 16 heures par étudiant, c'est le coût d'une licence. Juste pour vous donner une indication, un H sur E de 16, c'est le cas de la moyenne des formations en France. Évidemment, les formations en sciences, ça sera plus élevé, parce qu'il y a plus de TP, les effectifs diminuent, donc le coût va augmenter. Donc en sciences, on est plutôt à 25. En revanche, en droit, on est plutôt à 8 heures, parce qu'il y a plus de CM, tout simplement. Ensuite, on a fait la même chose pour les formations hybrides. Il y a 3 informations qui vont être importantes pour déterminer les formations hybrides. C'est d'une part, on supprime les cours magistraux. Deuxième information importante, c'est on va essayer de réinjecter ces heures qu'on faisait en CM dans du tutorat. Et troisième information, on ne va pas donner la même chose à tout le monde. C'est-à-dire, on va distribuer. Certains étudiants ont besoin de plus d'heures que d'autres. L'équité n'est pas l'égalité. Là, l'idée en modèle classique, on va donner 1 heure à un étudiant concerné et 1 heure pour un étudiant qui ne serait pas forcément concerné. Soit parce qu'il s'est trompé d'orientation, ou soit parce qu'il est brillant, il n'a pas besoin de ces heures-là. Et donc là, en mode flexible, on peut se permettre de donner 2 heures à des étudiants concernés. Donc à partir de ça, on a repris le modèle, et donc on a modifié les heures maquettes, et là vous voyez que j'ai annulé les heures CM. Par contre, j'ai rajouté du tutorat collectif, et du tutorat collectif organisé par les étudiants. Ce qu'il fallait intégrer dans le modèle économique, c'est le taux d'assiduité. Comme je ne donne pas de ces heures à toute la cohorte, là on a considéré dans ce modèle-là, mais le curseur on peut le mettre là où on le souhaite, c'est de 37%. On considère qu'on donne ces heures-là à 37% des étudiants. L'idée, c'est de cibler les étudiants qui en ont besoin, par exemple ceux qui se situent entre 8 et 12. Ces étudiants sont demandeurs, et si on veut améliorer la réussite, il est important de leur donner, de les accompagner d'une manière plus personnalisée. Donc on a fait la même chose que pour la méthode classique. Donc là, vous voyez, pour la première année, le H sur E était de l'ordre de 15, et 14,8, et pour la pédagogie inversée, c'est passé à 13,8. Le gain n'est pas énorme.
On a fait la même chose pour toute l'année. Et bien là, vous pouvez voir, le H sur E moyen pour une formation classique est de 16, et le H sur E pour la pédagogie inversée, formation flexible, etc., était 14. Donc ça nous fait un delta de H sur E de 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Oui. Oui, par contre, est-ce que vous avez pris en compte le coût d'investissement? Je vais en parler. Je vais en parler tout à l'heure, notamment sur les infrastructures. Donc là, je m'intéresse essentiellement, là, premier point, c'est sur la masse salariale. Et après, on verra les investissements. Donc ce delta de 2, ça veut dire que j'économise 2 heures par étudiant. Vous avez 500 étudiants, c'est 2000 heures. Ça fait, 1000 heures. Le coût d'une heure d'enseignant, vous faites le salaire d'un enseignant-chercheur moyen, vous divisez par 2 pour avoir la part enseignement, vous divisez par 192, vous obtenez 200 euros par heure d'enseignement. Donc là, si vous économisez 1000 heures, ça vous fait déjà 200 000 euros d'économie. Mais dans cette situation, je n'ai pas tenu compte de la création de ressources. Les CM, il faut bien que je les représente, il faut bien que je les remplace par des cours numériques. Et donc ça a un coût. Il y a 2 manières de voir ce coût-là. Soit à l'échelle d'un établissement, chaque enseignant d'un établissement va créer ses propres ressources, et on peut imaginer un référentiel. Donc là, il y a différents référentiels possibles. Là, j'ai pris dans mon modèle économique un référentiel de 2, c'est-à-dire que je paye 2 fois une heure CM que je transforme en numérique. À Grenoble, on a pu être à 4, un référentiel de 4, parce que j'avais 1000 étudiants. Donc je pouvais me permettre d'avoir un référentiel plus élevé que cette cohorte de 250 étudiants par an. Donc là, c'est un modèle qu'on propose. Donc rémunération 2 fois une heure de CM, et cette capsule vidéo, je peux l'amortir sur 8 ans. Donc pour intégrer le coût de cette vidéo, il faut déterminer mon amortissement. Alors je crois qu'à Montpellier, je regarde David, il me semble que toi tu es plutôt à 3 ou 4 de conception des capsules vidéo, me semble-t-il. Et donc là, ça c'est important, mais il y a un autre élément important, c'est l'actualisation des ressources. Moi je l'ai fixé à 0,5, à Grenoble on était plutôt à 1, mais là la cohorte ne me permet pas d'augmenter ce référentiel. À partir de ça, je détermine un H sur E. Donc là, vous voyez, ça me fait déjà un H sur E de 0,5 par an. Sur l'année, les H sur E, l'économie de 2 que je vous ai montré précédemment, finalement, vont être absorbés par cette co-création de ressources. Donc on ne fait pas forcément d'économie à ce niveau-là. Mais il y a une autre possibilité, c'est ce que je propose dans le cadre de Shift, c'est la mutualisation à l'échelle nationale. Donc ça, c'est important puisqu'on va multiplier, chaque capsule vidéo sera utilisée par un nombre beaucoup plus important d'étudiants, et donc le H sur E va diminuer d'une manière très significative. Et l'idée, c'est que l'investissement initial financé par les projets le retour sur investissement ira directement sur les établissements. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire on va chercher des financements pour créer et mutualiser ces ressources pour que tous les établissements puissent en bénéficier. Et donc réduire le coût pour chaque établissement. Pour le référentiel, donc dans le cadre de Shift, il a fallu réinventer un référentiel, puisque notre référence, ce n'était plus les CM, dans la mesure où chaque maquette des 20 établissements était complètement différente. Donc on a changé de référentiel, on a utilisé le référentiel ECTS. Ma référence, ce seront les ECTS. Donc, côté étudiant, un ECTS, ça représente 25 heures de travail étudiant. Dans ces 25 heures de travail étudiant, il y a le travail personnel et puis il y a le travail présentiel. En moyenne, en France, ce travail présentiel est de l'ordre de 9 heures par ECTS. Et à partir de ces 9 heures, là, dans ce modèle-là, je dis, il y a à peu près 5 heures de CM, X heures de TD, X heures de TP. Nous, il a fallu transformer ça en numérique, mais uniquement les CM. Et ça, c'était important. On a proposé un cadrage. Et le cadrage, c'était le suivant, c'est-à-dire pour chaque ECTS, on plafonnait les heures de visionnage à 3 heures. Ça, c'était une difficulté, parce qu'avec le numérique, on n'est pas borné. Quand on fait un CM, quand on a fait 2 heures de CM, une fois qu'on a fini le CM, on arrête le cours.
Avec le numérique, on a tendance à en rajouter. Plus il y a de ressources, plus on en donne aux étudiants. Et ça devient invivable pour les étudiants. Et là, l'idée, c'était de borner ces heures de visionnage. Donc on les a bornées à 3 heures, et je pense que c'est trop. En général, alors là, ça dépend un peu des domaines scientifiques. En sciences de la vie, on est plutôt à 2 heures. On donne le même contenu de 2 heures podcast sur 5 heures de CL. C'est à peu près le cas. En sciences humaines, on est plutôt à 3 heures. C'est pour ça que ça dépend un peu les disciplines. Ce qu'il faut savoir, si on part sur ce plafond de 3 heures, moi je milite plutôt pour mettre 2 heures, ça va induire 9 heures de réappropriation par l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant doit passer 9 heures dessus. À cela, il faudra se rajouter les TD et les TP présentiels, plus le travail personnel. C'est pour ça qu'il était fondamental de bloquer, de limiter ces heures de visionnage. Donc ça, c'est le référentiel enseignant. Et après, il va falloir déterminer le référentiel pour les enseignants. Comment on valorise le travail des enseignants. Méthode classique, pour un enseignant, il fait ses 5 heures de CM, il est payé 1h30 par CM, donc il touche 7h30 d'heures équivalent TD pour les CM. À cela va se rajouter les TD et les TP. Dans le modèle de Shift, ce qu'on a proposé, c'est 3 types de contributions. Il y a des contributeurs basiques, il y a des coordonnateurs et il y a des concepteurs. Et donc le niveau de rémunération n'est pas la même. La seule chose qu'on impose, c'est qu'il faut que ça fasse consensus. Ce qui n'est pas toujours simple et c'est assez chronophage pour qu'on se mette d'accord sur un contenu. Et donc notre modèle économique était le suivant, c'est on finançait les heures équivalent TD pour les enseignants entre 10 et 30 heures par ECTS. Peu importe la durée de capsule, peu importe le nombre de capsules. Ce n'est pas ça qui est important, c'est par rapport, notre référence, ce sont encore une fois les ECTS. Et donc si on calcule le H sur E comme ça mutualisé sur 20 établissements, c'est de l'ordre de 0,2, 0,3. Donc là, on est tous gagnants en mutualisant la conception et la co-création des ressources, plus la réutilisation qui sera beaucoup plus importante que si chaque enseignant va faire son cours. On sait très bien que ça sera utilisé par un enseignant, mais ce ne sera pas utilisé par les autres. Donc la première conclusion, c'est si on introduit de la flexibilité dans le but de diminuer le coût économique d'un établissement, je pense que c'est une erreur. On ne fera pas forcément des économies. Parce que si on passe d'une formation standard, uniforme, à une formation personnalisée, sur mesure, cette flexibilité a un coût. Et c'est le prix à payer pour gagner en qualité. Donc sur cet aspect-là, on ne gagne pas forcément des heures. Maintenant, si on regarde la qualité pédagogique, par rapport à la maquette que je vous ai présentée précédemment, si je le fais sur une année, si je regarde le nombre d'heures présentielles en petits groupes, donc je n'ai pas tenu compte des CM, puisqu'il n'y en a plus dans méthode hybride, vous pouvez voir ici, avec le H sur E que je vous ai présenté, il y a un gain de 24% de cours en petits groupes. Donc là, les TD diminuent légèrement. Le TD, en gros, c'est les heures que je donne à tout le monde de la même façon. Les TP, je les ai augmentés. C'était important pour moi dans le projet, c'est du learning by doing. On veut favoriser l'apprentissage par la pratique. Donc là, je l'ai augmenté significativement et ça a un coût assez important. Et puis là, vous pouvez voir, j'ai augmenté les TD, les tutorats, étudiants ou enseignants. Donc là, globalement, pour au moins 40% des étudiants, ils ont plus d'heures d'enseignement en petits groupes. Donc là, ça améliore la qualité pédagogique. Deuxième point, on a essayé de trouver un autre indicateur qu'on a appelé l'intensité pédagogique. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste les effectifs par groupe, les effectifs moyens par groupe. Et bien là, clairement, en pédagogie classique vs pédagogie hybride, là, on voit une réduction très importante des effectifs dans chaque groupe. Donc évidemment, ça va dépendre des années. Donc au vu de ça, l'idée, c'est de dire qu'on pourrait passer d'une logique à un H sur E où on calcule le nombre d'heures par étudiant inscrit, et grâce à cette pédagogie personnalisée centrée sur les difficultés des étudiants, c'est important d'avoir cet indicateur H sur R. R, c'est le nombre d'heures par étudiant qui réussit. Et ça nous montre l'efficience de notre système. À quoi ça sert de dépenser beaucoup d'heures s'il n'y a aucun étudiant qui réussit? Donc c'est un gain social important parce que ça va diminuer le coût de l'échec, enfin diminuer tout simplement l'échec, donc le coût de l'échec, et le nombre d'années perdues pour des étudiants qui ne vont pas valider des années. Donc on a essayé de calculer ce coût de l'échec. Comment on détermine le coût de l'échec?
Donc on est parti sur l'hypothèse basée sur l'expérience qu'on avait à Grenoble, quand on était passé en pédagogie inversée, on avait augmenté de 10% la réussite. Ça paraît pas énorme. Mais on a essayé de quantifier le coût de cette amélioration de 10% de réussite. Donc sur une promo, on a regardé, ça a des conséquences sur les effectifs des promotions. Parce qu'évidemment, s'il y a plus de réussite en première année, en L2, on a plus d'étudiants. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc on a étudié une cohorte, L1, L2, L3, dans les deux situations. Après, ça a des conséquences sur le nombre d'étudiants réussissants. Ça, c'était important pour notre index H sur R. Et en combien d'années ils réussissent. Donc là, vous voyez, en 1 an, en 2 ans, etc., et la totalité des étudiants qui réussissent. Après, on a regardé la durée moyenne de validation d'une année. Et enfin, on a calculé le nombre d'échecs, le nombre d'étudiants qui échouent dans les deux situations en fonction des promos. Donc la seule chose qui change, c'est l'amélioration de taux de réussite 10% première année, 5% deuxième année. Le gain est moindre parce que les publics sont différents. C'est-à-dire qu'on a déjà fait une première sélection en première année. Donc ce n'est pas énorme, le gain de réussite. Si maintenant on calcule le H sur R, donc là au-dessus c'est le H sur E, donc il y a un petit gain de 2 points, mais on a dit qu'il fallait créer des ressources. Si ce n'est pas mutualisé, ça consomme ce gain de H sur E. Et là, si vous regardez l'impact sur le H sur R, vous voyez, sur toutes les années, il y a une diminution du H sur R. Notre système est beaucoup plus efficient. Et ça, s'il y a des retombées économiques importantes, on a calculé le coût des redoublants. Donc les coûts des redoublants et le coût de l'échec. Donc je vous fais grâce de tous les calculs. En gros, la licence flexible permet une réduction du coût de l'échec et des redoublants de l'ordre de 85 000 € par licence pour 200 études, pour une promo de 500 étudiants. Donc là, ça commence à devenir significatif. Donc si je résume, le bilan sur l'économie de masse salariale, H sur E, oui, diminue de 2 points, mais ce n'est pas forcément, on va les réinjecter dans la production si on ne mutualise pas. Mais par contre, on peut faire un effort pour mutualiser, et là, ce gain-là, on pourra l'avoir. Mais cette licence hybride et flexible permet de nous gagner 5 points sur le facteur H sur R, en diminuant le coût de l'échec. Et après, on peut imaginer, mais qu'est-ce qu'on fait de ce gain ? Que vont faire les établissements de ce gain ? L'idée, c'est peut-être augmenter encore le coût de l'échec en proposant des dispositifs de réorientation pour que les étudiants évitent de perdre du temps et puis ça évite d'avoir des effectifs énormes en première année. Après, on a essayé de calculer l'impact de ce dispositif sur les infrastructures, sur le coût logistique, donc des CM et des salles et des fluides. Donc là, on est parti du calcul suivant, on dit, on sait le coût annuel d'1 mètre carré au sein d'un établissement. Donc là, j'ai été bien aidé par Pascal Louvet, parce qu'il avait tous ces indicateurs-là. Et on sait que le nombre d'heures utiles par an est de 1120. Le taux d'occupation, alors là, c'est à Grenoble, il est de 90%. À partir de ça, on sait les surfaces utiles pour chaque étudiant dans un amphi. Là, c'est 1 mètre carré. Dans une salle de TD, c'est 1,5 mètres. Dans une salle de TP, c'est plus, c'est 1,6. Et dans les salles où on fait du droit, c'est beaucoup plus, parce que théoriquement, ça devrait être des salles adaptées. À partir de ça, on a pu calculer le coût de ces infrastructures avec les fluides, associés au coût du chauffage, etc. Donc là, vous voyez que le coût est de 23 000 € pour je ne sais plus combien d'étudiants, pour 200 étudiants par an. Donc là, j'ai refait ce coût-là. Pédagogie classique, c'est 23 000 €. Pédagogie hybride, c'est 12 000 €. Donc vous voyez que le gain, il n'est pas énorme. Et puis nous, on a une formation complètement flexible en EAD. Donc là, évidemment, le coût est beaucoup, beaucoup plus faible et le delta est plus important. Mais en gros, le retour sur investissement est très faible, puisque c'est entre 10 et 20 000 € par an. Il n'y a pas de petites économies, surtout dans le contexte actuel. Donc sachez que juste sur une licence, on peut gagner. Vous multipliez ça par 20 établissements, ça commence à devenir significatif. Après, on a essayé de voir le bilan carbone. Donc là, on vient juste de le faire. Donc c'est avec Alexis Pont qui m'a créé ce bilan, avec toutes les données que je vous ai données précédemment. Le nombre d'effectifs, le nombre d'utilisations de salles, etc. Donc il a essayé de déterminer ce bilan carbone. Donc voilà en résumé. Donc on a séparé, on a fait le coût achat numérique, évidemment, qui a des conséquences sur les serveurs de streaming, les podcasts, etc.
les déplacements des enseignants, des étudiants, et les bâtiments et l'énergie. Donc là, pareil, on a deux scénarios possibles. Pédagogie classique, compte pédagogie inversée avec présence obligatoire en TD et TP. Donc ça, c'est la pédagogie inversée que font un certain nombre d'établissements. Et puis notre pédagogie inversée, où on demande à nos étudiants de venir qu'en TP. Ils viennent masser pendant 1 mois par an. Ils viennent au mois de juin parce que les infrastructures sont libres, les chambres en CTU sont libres, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Et donc là, évidemment, vous regardez le coût carbone qui diminue énormément et le coût du numérique qui est plus élevé, évidemment, pour les dispositifs hybrides. Donc on a fait le coût généré, ça on l'a fait hier soir. Donc c'est l'économie, c'est entre 13,5% pour cette situation-là et 47%. Donc je crois qu'il y avait un objectif, alors je ne suis pas très au fait, il me semble que il faut faire une réduction de ces coûts de 22% pour 2027. Donc là, déjà, en 1 an, en tout cas en 1 ou 2 ans, eh ben, on atteint la cible juste en utilisant cette pédagogie. Alors, ça ne me parle pas forcément pour moi, mais il semblerait que ce soit assez significatif. C'est entre 14 tonnes et 49 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous multipliez ça par le nombre d'établissements, là, ça devient très, très important. Donc, en résumé, le modèle économique, économie faible, au regard de l'indicateur H sur E. Donc, souvent, ce que j'entends, on ne remplace pas les profs par le numérique. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Par contre, on peut optimiser ça en co-créant, en mutualisant les ressources via un collectif. Donc là, effectivement, là, on pourrait avoir un gain important. Mais celui qui ne mutualise pas les cours, le H sur E, il n'y aura pas un gain très significatif. Il y aura un petit gain, parce que évidemment, si vous avez 1000 étudiants, le gain sera supérieur par rapport à la cohorte que je vous ai montrée, où il n'y avait que 500 étudiants. Sur l'économie, alors on a appelé ça avec Pascal Louvet l'économie indirecte. L'économie indirecte, il est élevé. La personnalisation des formations permet un gain social important, réduction de l'échec, réduction du nombre d'années perdues, et ça a un coût, c'est important de le chiffrer. En fait, on s'habitue en première année à avoir 50% d'échecs. On n'a jamais estimé ce coût-là. Et pour nous, c'est normal, on a 50% d'échecs et on passe au-dessus. Et ce qui est triste, on se dit, c'est notre job quand même d'essayer d'améliorer la réussite. Et donc, grâce à cet indicateur H sur E, ça permet de quantifier ces gains-là. Et je trouve que c'est un signal positif vis-à-vis de la communauté enseignante. En disant, on fait des économies, mais pas comme tu crois. On fait des économies parce que si on améliore la réussite. Si on n'améliore pas la réussite, on a 0 économie. Hein. Donc je pense que c'est un signal important à la fois pour notre établissement et à la fois pour les enseignants si on doit les convaincre. Il y a des économies qui sont liées évidemment aux infrastructures, mais vous avez vu, c'est relativement faible. Et par contre, le bilan carbone semble très, très favorable. Après, c'est important d'avoir, là je ne vais pas insister, une approche systémique de ce type de projet. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement pédagogique, politique et administratif, sinon le système ne marche pas parce que ça va impacter tous les métiers de l'université. Et donc ça, c'est important peut-être de réfléchir en disant, oui, on va faire des conférences de consensus, on va faire du tutorat, c'est-à-dire quid du service des enseignants-chercheurs. Peut-être il faut réfléchir autrement. Il y a des années, il va falloir créer des ressources pédagogiques. D'autres années, on fera plus de tutorat, moins de CM. Donc ça impacte complètement ces types de services. Est-ce qu'on pourrait réfléchir sur un plan pluriannuel d'un service d'enseignants-chercheurs? Pourquoi fixer à 192 heures? Quel est le sens de ces 192 heures? Est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres solutions? Pareil, ça va impacter les systèmes d'information. Alors oui, ça c'est un investissement important parce qu'il est important qu'il y ait un dialogue entre Moodle, entre les services de scolarité, Pégase ou autres, les contrats pédagogiques, comment on les intègre là-dessus. Donc c'est un investissement, mais j'ai envie de dire pas spécifiquement sur les publics, enfin sur les licences flexibles, c'est pour toutes les licences en fait. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un surcoût pour les licences flexibles. Le dialogue, enfin l'adaptation du système d'information. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut à tout prix faire de la recherche. Donc ça aussi c'est un coût, mais je ne crois pas que ce soit un coût qui soit spécifique des formations flexibles. C'est ces études qu'il faudrait faire, y compris pour les formations classiques. Donc là, il n'y a pas de spécificité du coût. Donc là, l'idée, c'est utiliser le learning analytics. Et j'ai bien entendu que FEN
avait des données là-dessus, et je pense qu'il faudra qu'on discute, parce que c'est fondamental d'avoir toutes ces données-là pour dire est-ce que vraiment on est efficace, est-ce que la réussite au sens large est améliorée ou pas, parce que ça sera un peu la réponse à nos questions. Économiquement, c'est viable, c'est soutenable, mais après, est-ce que ça marche? Et je pense que ce sera important d'étudier. Donc on a eu un certain nombre de freins, je ne vais pas insister là-dessus, hein, c'est mes 2 freins, globalement, que j'observe. Mais comme dit l'adage, hein, tout seul, c'est sûr, on va plus vite. Hein, créer des cours tout seul, c'est facile. En 1 heure, on fait un podcast. Faire des cours à plusieurs où on est 20, c'est plus compliqué. Par contre, le résultat n'a strictement rien à voir. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Oui, merci beaucoup et belle réussite en tous les cas. Moi, je me posais vraiment une question sur les coûts de production de ces ressources qui ont été apparemment, d'après ce que tu disais, essentiellement vidéo. Pas exclusivement, je pense qu'il y a aussi du textuel, mais est-ce que tu pourrais développer? Est-ce que, puisqu'il y a un coût de rétribution de l'enseignant à 2 heures pour l'équivalent d'1 heure, c'est ce que j'ai vu, mais il y a sans doute un coût d'investissement d'infrastructure et de remise à jour de ces ressources qui est, somme toute, pas négligeable. Oui, oui. Alors, tout dépend si on le fait à l'échelle d'un établissement. Si le référentiel, c'est de 2, 3, 4 par heure de CM, les ressources ne seront pas très élaborées. Ça va être essentiellement du podcast. Le fait d'avoir créé des ressources à plusieurs, là, on fait des ressources beaucoup plus élaborées, beaucoup plus interactives, parce que ça a un coût, on fait du Unity. Unity, c'est très cher. À l'échelle d'un établissement, ce n'est pas possible. À l'échelle de la communauté ou via des projets, ça, on peut le faire. Donc, on a créé des ressources Unity, on a créé beaucoup de ressources interactives. Alors, effectivement, on peut utiliser H5P, etc. Mais le fait d'être à plusieurs, ça améliore la qualité. Donc, oui, on fait des ressources vidéo, essentiellement, mais pareil, de qualité. Alors, au début, quand on avait fait de la pédagogie inversée sur Grenoble, on s'est débrouillé tout seul. Donc, on a acheté nos ordinateurs, on ne savait pas faire. En 3 mois, on a fait nos podcasts. Mes podcasts, ils duraient 1 heure, 1 heure et demie. J'avais aucune idée de savoir comment on faisait des podcasts. Là, le fait d'être accompagné par des ingénieurs pédagogiques, on disait, non, une capsule vidéo, c'est maximum 6 minutes et il faut les faire dans les règles de l'art, etc. Et le truc où on pensait jamais, c'est-à-dire qu'on fait nos vidéos, nos diaporamas commentés le plus simple, on pense jamais au son. Et là, dans le fait qu'on les fait à plusieurs, là, on a pris des acteurs. Et là, encore une fois, ça n'a strictement rien à voir. Le son d'un acteur, la parole d'un acteur, la voix off d'un acteur par rapport à un enseignant, ça n'a strictement rien à voir. Et pensez que les étudiants passent 3 heures par ECTS à écouter une vidéo. Et le son, ça devient tout de suite insupportable. Moi, quand j'écoute mes vieilles capsules vidéo, au bout de 5 minutes, j'en peux plus, quoi. Ma voix est insupportable. Donc, voilà, je milite pour dire, si on le fait ensemble, la qualité sera bien meilleure et le ressenti des étudiants sera bien meilleur. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question. Donc on allait jusqu'à l'intégration de ces coûts d'investissement et finalement de recyclage des ressources dans l'équation globale, parce que c'est souvent le coût d'investissement sur la ressource et de maintien de la ressource en situation d'utilisabilité qui, pour le coup, semble, dès qu'on est sur des plus petits volumes, pas du tout négligeable. Ouais. Mais je pense que tes volumes aident. L'investissement qu'on avait fait, nous, quand on travaillait tout seul, avant qu'on mutualise, en gros, c'était un PC, c'était un outil pour créer le podcast et un bon micro. Donc le coût n'est pas si énorme que ça. Par contre, la qualité n'est pas au rendez-vous et c'est ça qui m'inquiète. Donc on peut le faire, ce qu'on a fait pendant très longtemps sur Grenoble. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on se fixe une cible avec des ressources de meilleure qualité. Je pense que c'est vraiment essentiel. Nathalie Denos de Pix. Moi, j'ai une question sur le choix de la licence Creative Commons by NCSA. Moi, mes questions sont liées à la mutualisation. Aussi, le choix du format ou des plateformes pour qui peut faciliter peut-être le partage. Voilà, déjà ces 2 questions. Alors, le choix de la licence Creative Commons, c'était important dans le projet collectif parce qu'on n'a pas tous la même maquette. Et l'idée, c'est qu'on puisse réutiliser, comme on le souhaite, toutes les ressources qu'on a co-créées. Et là, sur notre site internet, on donne le podcast
mais on donne la bande son, on donne les images qu'on a créées, puisque c'est en Creative Commons, donc en sciences, il a fallu recréer les cœurs, le cerveau, machin, donc on avait des illustrateurs, et on donne le diaporama. C'est-à-dire à partir de ça, l'enseignant, soit il le prend tel quel, le podcast, parce que ça lui convient, ou soit il coupe et il peut utiliser tout ce qu'il veut. Et donc c'était important pour nous que ça soit modifiable. Il faut que ça soit accès libre, ça c'était le choix, c'est pour moi notre mission de service public, et je crois qu'UOH vous faites exactement pareil. C'était important de donner toutes ces ressources à tout le monde, pas uniquement à des étudiants, mais il faut qu'on puisse les modifier pour que ça convienne aux maquettes de tous les établissements. Encore une fois, on ne veut pas faire une uniformisation des formations, ça serait une catastrophe. Là, l'idée, c'est de dire on fait une bibliothèque nationale, mais modifiable, et chaque enseignant se l'attribue et peut modifier comme il le souhaite. Et ma question, c'est vrai que c'est cool. Sur NC, non commercial, est-ce que ce paramètre-là de la licence, est-ce qu'elle a des effets? Je ne sais pas, là, on n'a pas trop de recul. Parce que parfois, ça peut être une contrainte, en fait. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, en l'occurrence, mais non commerciales, c'est une contrainte. C'est-à-dire que ça empêche de réutiliser dans certaines conditions. Donc, je me suis demandé si ce choix, il avait été vraiment... Oui, alors c'était plus pour... il y a eu une réflexion collective. C'était compliqué déjà pour un enseignant de le mettre en CC. Il y a eu une discussion, parce que souvent, l'enseignant se considère comme propriétaire de son cours. Et c'est là où je trouve que les enseignants-chercheurs sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, on veut publier, on veut que tout le monde soit lu, on veut que nos papiers soient gratuits. Et dès qu'il s'agit de nos cours, alors qu'il n'y a rien sur notre partie recherche, moi, mon cours première année de cardio, il n'y a rien à moi. Moi, je l'ai piqué dans les bouquins. Et on se sent propriétaire de notre cours. Donc, il y a eu un débat pour dire, non, c'est pas à vous, c'est appartient au collectif. Et tout ce qu'on fait, tous les cours que je faisais moi avant, je le prenais dans les bouquins, je le prenais dans les... Donc il y a eu un débat, et pour assurer les collègues, en disant, ok, ça appartient à la communauté enseignante, universitaire, par contre, on considère qu'il n'y aura pas d'utilisation commerciale. Alors nous, il y a des formations où il y a le privé qui sont à fond dedans, et qui sont susceptibles d'utiliser toute notre ressource. Et là, pour moi, c'était pas acceptable. C'est pour ça qu'on a mis le NC sans utilisation commerciale. Mais du coup, c'est aussi bloquant pour la formation continue, par exemple. Alors ça, c'est un gros problème. Alors là, il y a autant d'avis que de juristes. C'est assez compliqué. Est-ce que la formation continue au sein de nos universités, on considère que c'est une utilisation commerciale? Oui et non. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là parce que je ne suis pas compétent, mais j'ai interrogé plein de juristes, ils ne sont pas tous d'accord. Nous, on a voulu faire simple en disant, si les établissements veulent faire de la formation continue, on signe une convention avec les établissements, comme quoi ils ont le droit d'utiliser pour la formation continue. Ça appartient aux établissements. C'est normal qu'ils puissent l'utiliser en formation continue. Mais c'est un problème compliqué. Bonjour, deux questions. Quelle place pour la ludopédagogie numérique dans le projet Shift? Pardon, quelle place? Quelle place pour la ludopédagogie numérique dans le projet Shift? En gros, jeux vidéo pédagogiques, d'apprentissage. Et la deuxième, quelle articulation vous mettez en place avec l'approche par compétences et sa gestion numérique qui engage évidemment une nouvelle gestion des parcours des étudiants, etc. Alors il y a eu sur les compétences, il y a eu un gros travail qui a été réalisé. On a mis à peu près 1 an pour essayer de réfléchir en compétences. Ça n'a pas été simple parce que, alors oui, il y a les fiches RNCP, oui, alors nous, à la conférence des directeurs STAPS, il y a eu un gros travail qui a été réalisé, donc on a utilisé tout ce travail-là. Mais on s'aperçoit que derrière les mots, il y a des définitions qui sont différentes. Et donc, on a essayé de réécrire en fonction du projet. Donc, il y a eu ce très gros travail. Après, c'était un peu frustrant parce que, alors, en STAPS, c'est pluridisciplinaire. Il y a les sciences humaines, les sciences de la vie, les sciences sociales, et puis des activités physiques, des sciences des activités physiques et sportives. Et quand on a créé les conférences de consensus, on est reparti sur des choses tubulaires. Et là, on perdait un peu la notion de compétence. Et donc, on a essayé de le retravailler. Par contre, on a toujours tenu compte des compétences, enfin des critères qu'on avait affichés la première année. Dire attention, ça va rentrer dans quelles compétences. Mais quand on fait, c'est un peu mon problème, c'est-à-dire que quand on a fait un cours de cardio et les cardiologues qui étaient là, la compétence STAPS, ils ne maîtrisaient pas forcément.
Donc c'était à nous après à faire le lien entre toutes les conférences de consensus. Ça n'a pas été simple, on a essayé de faire quelque chose, et en tout cas on les affiche, chaque capsule vidéo va être affichée avec des compétences associées, donc avec après l'évaluation de ces compétences. Et la gestion derrière On n'en est pas là. On n'en est pas là, ça va être compliqué. C'est pas simple d'intégrer. Mais il y a discussion, je pense que là, il va falloir discuter avec Pégase notamment, et les liens qu'il pourra avoir avec Moodle pour qu'on puisse valider des compétences. Parce qu'encore une fois, dans la licence flexible qu'on a à Grenoble, j'ai pas de semestre, j'ai pas d'année, c'est-à-dire que des problèmes, vous imaginez les problèmes de compensation. Au sein d'une compétence, toutes les activités se compensent, mais une compétence ne compense pas l'autre. Mais c'est assez compliqué. Quand on considère que c'est la même année, il faut que j'affirme, on se dit, non, cette compétence ne peut pas compenser l'autre. Ta première question, c'était la ludopédagogie, c'est ça? Non? Oui, la ludopédagogie numérique, c'est-à-dire... Alors, on a essayé de faire quelques jeux sérieux. Alors, on a essayé le résultat est pas... On n'a pas fini, quoi. Là, il y a un gros travail. En gros, là, je considère qu'on a mis les fondations pour être capable de travailler ensemble. Là, il y a 300-400 enseignants qui sont dans les conférences de consensus. Et donc, on a mis un certain temps à faire travailler tous ces collègues ensemble avec le même objectif. Et là, je considère que, maintenant, on a fixé les bases et c'est maintenant qu'on doit aller plus loin, quoi. Donc là, ça fait partie des thématiques qu'on abordera. Bonjour, Thérèse Bourlier, je travaille à l'Université Toulouse-Capitole sur la formation continue en ligne hybride. En fait, j'ai une question par rapport à votre modèle économique. Vous n'avez pas du tout intégré l'encadrement administratif ni l'encadrement des cellules TIS. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'impact? Vous êtes des enseignants hyper autonomes ou est-ce que c'était trop compliqué? Enfin, voilà, c'est pour en savoir un peu plus de ce côté-là. Alors, quand on a créé le modèle, on considérait qu'il n'y a pas de différence sur l'encadrement administratif. Avec le recul, il y a une différence. Gérer des étudiants flexibles, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça pourrait être compensé par les systèmes d'information. Nous, on passe énormément de temps à gérer nos étudiants parce que les systèmes d'information ne sont pas optimales. Et là, on gère avec nos fichiers à nous, on est un peu amateur. Donc, mais oui, concrètement, avec le recul, je rajouterai ce coût-là. Administratif et technique. Je ne suis pas sûr que ça soit énorme. Administratif, là, c'est l'établissement. Là, c'est au sein d'un établissement, donc c'est lui qui assume seul ce coût-là. Technique, si encore une fois on arrive à mutualiser, là, on se le partage. Moi, j'avais des product owners qui participaient au projet, j'avais plein d'ingénieurs pédagogiques qui étaient à notre disposition, et donc on mutualisait ce groupe. Donc ça, la mutualisation sur les aspects techniques, je pense que ça c'est possible. Mais administratif, clairement, là, c'est que l'établissement qui peut le gérer, il doit assumer seul ce surcoût, et je n'ose pas le dire, mais je pense que c'est bien au moins un demi-ETP de plus par an. C'est très très lourd, parce que les contrats pédagogiques ne sont pas adaptés, en fait, c'est ça, quoi. Et je pense qu'on pourrait réduire, il y aurait quand même un surcoût récurrent, mais on pourrait diminuer quand même ce coût-là. Mais c'est vrai que j'aurais dû l'intégrer. Vincent Dalméda du CNAM. Deux questions. La première, c'est l'obsolescence des ressources. Vous en avez un petit peu parlé, mais ça varie terriblement d'une matière à l'autre. Je pense que le droit, à peine il est enregistré, que la jurisprudence fait que c'est à refaire. Bon, vos cours à vous, je pense, c'est plus stable, on va dire. Et puis l'autre chose, c'est à propos du bilan carbone. Ça veut dire que vous avez revendu des mètres carrés de l'Université de Grenoble, parce que sinon, il faut toujours les faire, il faut toujours les chauffer, il faut toujours les entretenir. Voilà, c'est ça. On est sursaturé à Grenoble et ça répond à un problème d'augmentation des effectifs. Quand j'avais proposé cette licence flexible au départ, c'est parce qu'on avait une explosion des effectifs en staff. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y avait le tirage au sort des étudiants. C'était incroyable. Maintenant, on tirait au sort les étudiants. Et donc là, l'idée, c'est de dire compenser les infrastructures qu'on n'avait pas. Et pour éviter de construire des CM, parce que là, je n'ai pas dit le coût de reconstruire, c'est de l'ordre de 500 € le mètre carré. Donc, c'était inabordable.
Donc oui, on est saturé, donc ça permet de ne pas construire, en gros, c'était ça. Et la première question sur l'actualisation des ressources, c'est un problème, encore une fois, à l'échelle d'un établissement. Donc là, pareil, on donnait des heures pour actualiser les ressources. C'est assez compliqué parce qu'après, c'est devenu un peu comme une rente, ces heures-là qu'on donne, sans un travail associé. Donc il fallait avoir un retour. C'est pas simple à gérer. Donc j'ai essayé de trouver un autre modèle, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Par contre, l'actualisation mutualisée sur 20 établissements, la calculer, c'est l'épaisseur du trait du modèle. Ça ne représente rien du tout. Donc ça, on ne l'a pas organisé, on va l'organiser, mais le coût, en gros, c'est divisé par 20 le coût d'une actualisation d'une ressource, parce qu'on est 20 établissements partenaires. Mais par contre, là, le modèle que j'ai fait, j'ai considéré que l'investissement, c'était sur 8 ans. Donc effectivement, c'est peut-être pas pour toutes les disciplines, mais après, ça se corrige. Après, voilà, moi, j'ai marqué les chiffres que j'avais, moi, qui me concernaient. Mais bon, il suffit de modifier le taux la durée d'investissement, 4 ans, on divise par 2, le HURE sera divisé par 2, multiplié par 2. Après, il faut regarder ce qu'on peut faire ou pas. C'est l'intérêt de ce modèle, c'est qu'après, on peut ajuster en fonction des besoins de chaque discipline. Et par exemple, en droit, ce modèle-là, je crois qu'il ne va pas marcher parce que dès le départ, le HURE est très faible. Et là, ça marche pour un HURE moyen de 15, mais si vous faites que des CM, le retour sur investissement va être compliqué. Donc sur un HURE en dessous de 10, je ne suis pas sûr que le modèle fonctionne. Ça, ce sera à calculer et à voir. Je ne peux pas dire comme ça, mais j'ai quelques doutes. Je ne suis pas sûr que ce soit très rentable pour l'établissement. Par contre, sur l'échec, si on personnalise, là oui. Mais le HURE, ça risque d'augmenter. Donc très rapidement, Jean-Paul Veuillet, IMT Minales, pardon, on se connaissait mais je ne m'étais pas présenté à tout le monde. Moi je me posais une question sur les activités de consolidation de tout ce qui est hybridé, puisque si on n'a pas quelque chose à faire, c'est pas suivi. Donc est-ce qu'il y a eu des besoins particuliers? Je pense que c'est intégré dans les 2 heures pour 1 heure, mais est-ce qu'au niveau du conseil pédagogique, il y a eu des choses ou des éléments? Oui, alors toutes les activités, on essaie de les travailler via les consensus, en disant, alors par exemple, moi je suis très en faveur des TP. En sciences, on fait du TP, on fait des sciences expérimentales à un moment donné, on doit le faire ensemble. Et donc, on essaie de proposer des activités communes qu'on pourrait réutiliser dans tous les établissements. Après, chaque établissement est responsable de son présentiel ou de son présentiel. Moi, j'appelle ça aussi du présentiel à distance. C'est pas le collectif qui va dire à chaque établissement ce qu'il faut faire en présentiel. Nous, ce qu'on fait sur Grenoble, on appelle ça des régulations. Donc, j'ai des régulations petits groupes. Alors, ils ne sont pas très nombreux. Alors, je le fais j'appelle ça encore du présentiel à distance, on le fait en visio, mais j'ai 8 étudiants qui sont en face de moi avec caméra, et je leur demande une activité avant de venir en régulation. Ne serait-ce que dire, vous devez me poser toutes vos difficultés, m'exprimer toutes vos difficultés, et je bâtis un cours ciblé sur leurs difficultés. Donc je m'adapte. Alors c'est passionnant, c'est chronophage, parce que quelquefois on l'a 1 heure avant, on se dit je ne sais pas répondre à cette question-là. Alors je dis à les étudiants, j'ai besoin de travailler parce que je ne sais pas répondre à cette question-là. Mais c'est obligatoire. Et ça m'est arrivé d'annuler une régulation. J'arrive, les étudiants, je dis mais je suis désolé, je n'ai pas eu de questions, je ne peux pas faire un cours. Je ne vais pas refaire faire un résumé de tous les podcasts, c'est pas possible. Je dis j'annule le cours. Donc on fait ça 1 fois. Pas 2, parce qu'après, systématiquement, les étudiants sont beaucoup plus actifs. Donc, il y a des techniques comme ça, mais après, je crois que c'est vraiment propre à chaque discipline, à chaque établissement. Pour moi, c'est la responsabilité de l'établissement, là, et de l'équipe enseignante de l'établissement. Mais oui, après, il faut avoir un peu d'imagination. Et ça c'est le côté sympa en STAPS, on travaille beaucoup avec les sciences humaines, les sciences de la vie, et souvent, l'apport vient des autres, quoi. On disait, tiens, tu fais ça, je n'avais pas pensé à ça, tiens, je vais essayer de l'utiliser. Ça, c'est assez enrichissant à ce niveau-là. Merci. Nadia, ingénieure de formation à USPN. Je voudrais savoir comment étaient évalués les étudiants, sur quelle base, sur les savoirs ou les compétences. Et après, pour la réussite, pour les calculs de la réussite, en ce qui concerne les variables, quelles variables ont été prises en compte? Alors, l'évaluation, on n'est pas très bon. On y travaille.
Mais le learning by doing permet, l'apprentissage par la pratique permet d'évaluer plus les compétences. On utilise un outil qui s'appelle l'Abenbook, alors je crois que les collègues scientifiques y connaissent un peu, avec des grilles critériées qui nous permet comme ça de valoriser un peu les compétences et de valider des compétences avec une évaluation par les pairs associés. Donc c'est l'outil qui nous fait tout ça. Mais ça, on le fait bien en TP. Sur toutes les disciplines théoriques, on a un peu plus de mal, on y travaille. En tout cas, c'est notre cible, encore une fois, mais voilà, c'est perfectible. Ta deuxième question, c'était sur la réussite. Alors là, dans le modèle économique, c'est basique. Hein. C'est juste 10% de quelqu'un qui a validé une année. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas complètement flexible quand on a créé le modèle. Là, on a quelques difficultés parce que je n'ai pas d'année, je n'ai pas de semestre. Et là, ça devient très lourd. Je ne sais plus où en est l'étudiant. Et il y a des discussions, notamment avec les services Crous. On dit, il y a des étudiants qui sont susceptibles de perdre leur bourse. On dit, attends, non, stop. C'est que c'est adapté à la formation, c'est flexible, donc c'est normal. Est-ce qu'ils respectent ou pas leur contrat pédagogique? Et la réussite, on essaie de le faire par rapport au contrat pédagogique qu'on s'est fixé au départ, mais qui est modifiable au fil de l'eau. C'est-à-dire que moi, j'ai des étudiants, alors j'ai beaucoup de skieurs de haut niveau. Un étudiant, il dit, je suis qualifié au JO, je modifie mon contrat pédagogique parce que je n'aurai pas le temps de faire les cours. Pas de problème. Donc on modifie au fil de l'eau, c'est-à-dire d'une semaine sur l'autre, on dit je modifie le contrat pédagogique. Et inversement, un étudiant dit je suis blessé, c'est là où il faut que je mette le paquet sur les cours parce que je ne peux plus m'entraîner, etc. Et donc on modifie le contrat pédagogique. Donc après de tester, de quantifier cette réussite, j'avoue que c'est pas simple. Et là, le retour qu'on doit faire pour le FTAP, c'est quantifier ça. Et donc on va essayer de le faire à l'échelle de l'ECTS par rapport au contrat pédagogique. Je n'ai pas de retour actuellement. Mais c'est un problème. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir encore une fois. Parce que...